Alors il se trouve, vous le savez fort bien, il se trouve que la Belgique, c'est le pays où se déroule la dernière bataille de Napoléon, celle qui est sans doute la plus connue, la plus célèbre, mondialement renommée, la bataille de Waterloo, à 25 kilomètres à peu près de Bruxelles, dans un espace protégé, puisque depuis 1914, on ne peut construire dans ce qui aurait pu, sans cela, devenir vraisemblablement une des banlieues résidentielles de la capitale belge. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui, ces rencontres Waterloo, en 2016, on pourrait s'étonner, dans les vagues commémoratives, que ces journées n'aient pas été organisées en 2015, mais finalement, cela permet sans doute un certain recul. Et le premier recul et la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est de considérer finalement que ces rencontres Waterloo, ces rencontres autour de l'événement Waterloo et de sa mémoire, sont une des rares occasions que les chercheurs français se sont données pour réfléchir précisément sur cet événement. Il y a eu très peu, pour ne pas dire aucun, colloque organisé sur 1815 et sur Waterloo à Paris, un tout petit peu plus sur le congrès de Vienne, mais vraiment très peu de choses si l'on compare avec ce qui a pu être fait à l'étranger, que ce soit en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Angleterre, bref, tous les pays européens se sont emparés de l'événement Waterloo, ont compris et considéré que cet événement, on va y revenir, était un événement tout à fait fondamental de l'histoire contemporaine. En France, jusqu'à aujourd'hui, on a été relativement discret, à l'exception notable de l'exposition qui a été organisée au printemps dernier à la bibliothèque Marmottan et dont Jean-Marc Largeau était le commissaire avec la conservatrice de la bibliothèque, Gabrielle de Roincey. Sinon, à ma connaissance, rien, ou peut-être ici ou là quelques événements qui m'auraient échappé. Et pourtant, Waterloo, dans la mémoire collective, dans la mémoire européenne, et vos travaux le démontreront tout au long de ces 2 journées, Waterloo est un événement qui a marqué plusieurs générations, qui continue à fasciner les esprits, qui continue à interroger aussi, et on aura l'occasion de revenir sur toute la mythologie que l'événement a fait naître. Cet événement qui, d'emblée, a été pris en charge par les autorités wallonnes qui ont voulu faire de Waterloo, du site de Waterloo, un site à dimension européenne qui permette, au-delà de l'événement, de comprendre les origines de l'Europe contemporaine. Et vous me permettrez ici, en présence de Philippe Raxon, d'évoquer quelques souvenirs personnels. C'est le privilège de l'âge que d'avoir pu vivre finalement de très près toutes ces commémorations, en tout cas pour ce qui concerne l'histoire du consulat et de l'Empire depuis 1999. Et j'avais eu le plaisir et l'honneur d'être invité à participer à partir de 2003 à ce que l'on a appelé le Comité international d'accompagnement du champ de bataille de Waterloo, initiative lancée par la région de Wallonie et par le ministre du Tourisme de cette région de l'époque, qui était également maire de la ville de Waterloo, Serge Kubla. Pendant 12 ans, ce comité international, Philippe représentait la Belgique aux côtés de Philippe de Calataille et aussi du regretté Jacques Logy. L'Angleterre était également représentée ces dernières années par Alan Forrest, l'Allemagne par Peter Hartmann et les Pays-Bas par Kees Schulten, Jacques Garnier complétant la délégation française. Vous noterez au passage que tous ces noms, vous les retrouvez dans l'historiographie de la bataille, puisque les uns ou les autres ont publié sur Waterloo et en particulier à l'occasion du bicentenaire. Ce comité, avec des vicissitudes sur lesquelles je n'insiste pas, s'est réuni une bonne vingtaine de fois, ce qui fait que j'ai dû aller dans les dernières années au moins 30 fois à Waterloo, commençant à un peu connaître le site et ses transformations. Pourquoi je m'attarde sur cette initiative ? Parce que l'objectif qui nous a été fixé en 2003
était bel et bien de faire du site de Waterloo et du mémorial, du centre du visiteur qui est désormais visible, il a été inauguré l'année dernière, d'en faire un lieu où l'on s'intéresse bien sûr à la bataille, et c'est l'objet en particulier du film qui est montré en deuxième partie de visite, mais qu'au-delà de l'événement, retracé également par le panorama, qu'au-delà de l'événement, on s'interroge sur le sens de cette bataille de Waterloo, qu'on la replace dans un contexte plus général qui permet de montrer aux visiteurs ce qu'a été l'histoire troublée des années allant des débuts de la Révolution française jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et je dois dire que même si nous avons parfois quelques regrets sur la volonté de faire un peu de sensationnel, en particulier autour d'une guillotine qui ne vous aura pas échappé et qui avait donné lieu à quelques débats au sein de notre comité, à part quelques petites facéties de ce style, on peut considérer que l'objectif a été atteint et que ce mémorial permet en effet de faire voir au plus large public, et c'est évidemment l'objectif de ces lieux, de faire voir au plus large public comment la bataille de Waterloo s'inscrit dans un contexte international beaucoup plus large. L'importance de la bataille, elle pourrait être évidemment relativisée. On pourrait considérer que d'une certaine manière, tout est déjà joué. 9 jours plus tôt, lorsque le 9 juin 1815, les Européens réunis à Vienne signent le traité du même nom qui clôt près de 9 mois de débats et achève la réorganisation de l'Europe. En ce sens, Waterloo n'apporte guère d'éléments supplémentaires, sinon l'occupation de la France et le second traité de Paris qui achèvent de l'affaiblir. Et pourtant, Waterloo, sans Waterloo, parlerait-on de la même façon de l'évolution de l'Europe et surtout d'un homme qui apparaît comme la figure majeure de cet événement, Napoléon omniprésent, Napoléon, j'allais dire superstar de Waterloo, il est partout sur le champ de bataille et pourtant, et on y reviendra tout à l'heure, il est bel et bien le vaincu. La présence de Napoléon et le rôle que joue Waterloo dans la naissance de la légende napoléonienne sont tout à fait fascinants, fascination qui s'est observée de manière flagrante encore l'année dernière. L'année 2015, année de la commémoration du bicentenaire de Waterloo, a permis de constater combien l'événement avait pu être médiatisé. Il faut dire que les autorités de Wallonie et la SBL 1815 avaient bien fait les choses pour permettre à près de 200 000 visiteurs de parcourir le champ de bataille, d'assister aux manifestations organisées du 18 au 20 juin. Mais l'événement a aussi été médiatisé de façon quasi mondiale, permettant aussi de jeter un coup de projecteur sur la ville de Waterloo et naturellement sur les acteurs de la bataille. Je commençais en disant la timidité des commémorations à caractère universitaire en France l'année dernière. Elles sont finalement à l'image de la timidité des prises de position de l'État français, du gouvernement autour de Waterloo, ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise puisqu'on est dans le droit fil de ce qui s'était déroulé depuis 1999 et le gouvernement actuellement, le gouvernement actuellement en poste l'était aussi. C'était pas tout à fait le même, mais peu importe, au moment de la commémoration de la campagne de Russie. Et je me souviens de cette réflexion faite par un des membres du cabinet du ministre des Affaires étrangères, disant à propos de la bataille de la Moskova, on ne va tout de même pas aller commémorer une défaite. Ce qui en disait long sur la manière dont était appréhendée l'histoire napoléonienne. C'est évidemment l'argument qui est revenu en 1815 et là de façon plus légitime. Waterloo est en effet, je vous le concède, une défaite de Napoléon, mais c'est un événement et la présence de représentants des différents États concernés l'a démontré. C'est un événement qui s'inscrit dans l'histoire européenne et à cet égard, il est peut-être regrettable
qu'il n'ait pas été davantage souligné. La seule, finalement, manifestation qui a prévalu en 2015, c'est l'émoi suscité par l'annonce de la frappe d'une monnaie, l'euro, à l'effigie de Waterloo, qui a suscité quelques murmures en France. Alors de Waterloo, nous allons évidemment beaucoup parler au cours de ces 2 journées. Et avant de passer la parole à Gérard Gingembre qui évoquera les aspects plus littéraires, je voudrais remercier tous les organisateurs qui ont permis la tenue de ce colloque, remercier le Musée de l'Armée pour son accueil aujourd'hui. Je ne citerai pas tous les organisateurs parce que je risquerais d'en oublier, surtout que je n'ai pas pris de notes, ce qui est tout à fait dommageable. Donc je me contenterai de ce remerciement collectif et un remerciement d'autant plus appuyé que il s'agit en effet d'une initiative et d'une organisation collective dont tous les acteurs ont contribué à faire en sorte que puissent vous être proposées au cours de ces 2 journées des réflexions stimulantes sur l'événement et la mémoire de la bataille de Waterloo. On ne va tout de même pas commémorer une défaite, disait quelqu'un. Ça ne les a pas empêchés de commémorer Trafalgar, qui aux dernières nouvelles est une défaite, et ça ne les a pas empêchés de ne pas commémorer Austerlitz. Petite pointe polémique que je me permets d'entrée de jeu. Austerlitz, nous sommes dans la salle Austerlitz, il y a évidemment quelque ironie à parler de Waterloo dans un auditorium Austerlitz. Non seulement Waterloo a été un moment décisif dans l'histoire européenne, comme le rappelait Jacques-Olivier Boudon, Waterloo est également un événement littéraire absolument considérable qui va traverser au moins tout le XIXe siècle et aller au-delà. Il y a une légende littéraire de Waterloo, il y a un mythe littéraire de Waterloo, il y a des récits littéraires de la bataille de Waterloo, il y a des adaptations théâtrales, etc., etc. C'est-à-dire que Waterloo, pour reprendre une expression du XIXe siècle, a été un événement climatérique. Et de ce point de vue, il était tout à fait judicieux de réunir les points de vue d'historiens, les points de vue de littéraires, les points de vue de spécialistes aussi d'histoire de l'art, pour parler de Waterloo, pour prendre Waterloo par tous les angles, puisque Waterloo est effectivement une des pierres de fondation du XIXe siècle. Si vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur le programme, peut-être vous êtes-vous étonné de remarquer l'absence d'un monument littéraire qui n'est autre que Victor Hugo. Alors, c'est tout à fait délibéré de notre part, pour 2 raisons. Bon, la première, c'est qu'il avait été beaucoup question de Victor Hugo dans des rencontres et des colloques Waterloo qui avaient été organisés hors de France. Une autre raison, c'est que la Morne Plaine a déjà été beaucoup labourée. Surtout que, comme vous le savez, Waterloo n'est pas une plaine, c'est une des erreurs littéraires de Victor Hugo, et que dans Les Misérables, l'appropriation que se fait Victor Hugo de la bataille mériterait à elle seule au moins une demi-journée de débat. Vous savez que Victor Hugo va jusqu'à dire que le lieu Hugomons, c'est Hugo Mons, comme si il était en quelque sorte déjà présent en tant que Hugo sur le champ de bataille dès l'origine, comme s'il y avait eu une prédestination hugolienne de la bataille de Waterloo, dont il fait, comme vous le savez, l'intervention du doigt de Dieu dans l'histoire. Nous sommes donc là sur des hauteurs de considération qui auraient mérité effectivement de consacrer énormément de temps à Victor Hugo. Voilà pourquoi nous n'en avons pas parlé. Voilà pourquoi nous avons voulu privilégier des approches peut-être moins courues, des approches moins fréquentes d'auteurs sur la bataille de Waterloo, dont on sait évidemment qui sont répertoriés, et notamment dans le remarquable ouvrage Waterloo, la glorieuse défaite de Jean-Marc Largeau, qui a remarquablement mis tout cela en perspective.
Mais il y a quelque chose de spécifique à l'écriture de la bataille de Waterloo. Ce qui est spécifique, c'est que Waterloo est à la fois une bataille sur laquelle à peu près tout est connu sur le plan de son déroulement militaire, quart d'heure par quart d'heure, pour ne pas dire minute par minute, en n'oubliant pas, vous savez, que lorsqu'on a les récits de la bataille de Waterloo par les Anglais et les récits par les Français, il y a 1 heure de décalage parce que les montres des Anglais étaient restées sur le méridien de Greenwich. Ce qui parfois cause quelques perplexités lorsqu'on a des récits minutés. Non seulement on sait tout, non seulement tous les écrivains qui se sont intéressés à Waterloo ont eu connaissance du déroulement de la bataille, mais c'est en même temps une énigme. Que se passe-t-il fondamentalement à Waterloo? N'est-ce qu'une bataille, comme tant d'autres, quand bien même elle mettrait fin de manière décisive à l'épopée napoléonienne? Est-ce que c'est quelque chose qui est une sorte de séisme dans l'histoire de l'Europe? Est-ce que la bataille de Waterloo renvoie à quelque chose de plus grand? Autrement dit, parmi toutes les batailles de l'époque napoléonienne, Waterloo est celle qui suscite le plus d'interrogations, le plus de réflexions, le plus de méditation. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler au cours de ces 2 journées. Jacques-Olivier Boudot a fait un rappel exhaustif de ce qu'on pourrait appeler la prise en charge universitaire de Waterloo, du côté notamment des historiens. Il est vrai que les littéraires n'ont pas consacré, jusqu'à aujourd'hui, et je m'en félicite, que ça ait lieu aujourd'hui, n'ont pas consacré de journée ou de colloque à Waterloo littéraire. Eh bien, ce manque va être comblé aujourd'hui et demain. Je terminerai aussi, comme Jacques-Olivier Boudon, par des remerciements à tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ces 2 journées, institutions, organismes, etc., avec peut-être un petit mot plus spécial pour 3 jeunes femmes, sans lesquelles ces 2 journées n'auraient pas été organisées comme elles l'ont été, peut-être même n'auraient-elles pas eu lieu. Je vais vous donner leurs noms, par ordre alphabétique: Victoire Feuillebois, Mathilde Labbé et Isabelle Safa. Je vous remercie.